Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes avec Hervé Morin, qui a été ministre de la Défense et qui est, vous le savez, président du nouveau centre. Est-ce que vous allez être candidat à la présidence de l'UDI? Je vous réponds en 15 jours, 3 semaines. Laissez-nous d'abord le temps d'organiser notre Conseil national demain, où nous allons procéder aux conditions d'élection du futur visage, ou de la nouvelle personne qui présidera l'UDI. Et puis on verra ça dans quelques semaines. Moi, je parie que c'est oui. Écoutez, je vous donne... Vous pouvez répondre quand même à vos paris, puisque vous êtes extrêmement prudent. Vous voyez, vous souriez. Vous me réinviterez. Mais c'est oui. Vous me réinviterez. Mais c'est oui. C'est probable, comme je l'ai déjà dit. Voilà. Mais pourquoi vous ne voulez pas finalement affirmer une ambition qui paraît logique sur le plan politique, puisque la succession de Borloo est ouverte? Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais je veux voir dans quelles conditions politiques tout ça s'organise, comment les choses sont faites, et après je prendrai ma décision. Mais c'est quoi cette question d'environnement, c'est-à-dire de savoir qui y va, Lagarde, Fromentin, Ramayad quelle est la situation? Quel est le problème, pour ne pas dire une chose simple? Parce qu'il y a un conseil, droit, parce que je suis président du Conseil national de l'UDI, que demain le Parlement de l'UDI va être amené à se prononcer sur les conditions d'élection, sur l'organisation, le mode de scrutin, la liste électorale, comment tout ça s'organise. On veut des élections propres, on veut des élections qui soient responsables, on veut des élections où on ne montre pas le spectacle de désolation de nos camarades de l'UMP ou hier du Parti Socialiste. Et donc, je veux que les choses se fassent en leur temps. Je suis un observateur attentif. Sauvadet commence à dire, mais regardez, Morin, il veut devenir président de l'UDI, enfin lui et d'autres d'ailleurs, Lagarde, ils viennent tous de formation périphérique, et donc moi qui viens de l'UDI, je vais peut-être y aller aussi. Parce que... Oui, peut-être, mais c'est son droit, il a tout à fait son droit. Parce que vous dites l'UMP, enfin, vous avez vu, Lagarde, Fromentin, alors on va ajouter Sauvadet ce matin, Ramayad, vous, ça fait beaucoup quand même. Mais pourquoi voudriez-vous qu'il n'y ait pas plein d'ambitions légitimes dans une formation politique comme la nôtre, qui a comme vocation progressivement à apparaître pour les Français ce que nous ne sommes pas aux yeux des Français aujourd'hui, c'est-à-dire une alternative à l'UMP et au PS qui se partagent le pouvoir depuis 40 ans et qui ont échoué. Et donc, si face à ça, nous sommes simplement dans une espèce d'autodésignation de quelqu'un, ce serait dommage. On a besoin de ce moment de démocratie. D'ailleurs, c'est un moment fondateur pour une formation politique, parce que cela nous permettra de constituer une équipe légitimée par le suffrage universel des militants. Et est-ce que ça veut dire que par rapport justement à cette élection qui intervient, donc vous serez candidat dans 15 jours, j'interprète, par rapport à est-ce que ça veut dire que vous vous opposerez à l'EPA que certains à l'UMP veulent faire sur le centre? C'est la thèse Juppé. On prend l'UMP, pas lui, peut-être, mais disons... Alain Juppé nous a servi la même chose en 2002, souvenez-vous, lorsqu'on a créé l'UMP en disant il faut un grand parti de droite et du centre. On voit bien qu'à l'UMP, on a affaire à une accumulation d'écuries présidentielles. Il n'y a plus aucune cohésion dans ce parti politique. Ce ne sera jamais votre cas si vous êtes président. Attendez, ça ne sera jamais votre cas si vous êtes président de l'UDI? Je dis que nous avons, un vrai socle politique, idéologique, que nous partageons tous. Nous avons les mêmes convictions. Est-ce que vous, si vous êtes président... Vous m'avez posé une question sur l'UMP, vous ne m'avez pas laissé finir. D'accord, pardonnez-moi. Et deuxièmement, quand on regarde l'évolution de l'UMP aujourd'hui, qui n'est que, grosso modo, 10 écuries présidentielles qui n'ont à peu près rien à foutre du parti et du collectif du parti. C'est ça, c'est en fait... Il y a quand même une tradition, ils sont engagés depuis des années, pour certains d'entre eux, ils viennent du RPR. Deuxièmement, quand vous regardez les choses, François Fillon, issu du RPR, Nicolas Sarkozy, issu du RPR, Jean-François Copé, issu du RPR, Xavier Bertrand, issu du RPR, NKM, issu du RPR, Bruno Le Maire, issu du RPR. Où est la famille centriste dans l'UMP d'aujourd'hui? Et donc je dis, nous avons, des alliances claires avec l'UMP, mais nous avons, pour nous, comme vocation, à être une formation politique capable d'être un acteur majeur des élections législatives de 2017, c'est-à-dire un parti sans lequel il n'y a pas de majorité. Ce que nous n'avons pas su faire depuis 15 ans, nous devons être capables de le faire. C'est-à-dire dire, grosso modo, à celui qui sera sorti des urnes, on a besoin d'une coalition et d'une majorité large pour la transformation du pays. Et cette majorité large, elle passe par l'UDI. Qu'on ne soit plus des strapontins, qu'on ne soit plus la nette sur le saumon fumé ou le radis de l'assiette de
pour la présentation d'une assiette, que nous soyons des acteurs... Vous avez quand même été collaborateur de François Bayrou, que nous soyons des acteurs... Dans le genre Annette, nous avons connu, c'est bien ce que je vous dis. Un de l'Annette de haut niveau. Ce que je vous dis, c'est qu'on aurait évité bien des erreurs entre 2007 et 2012 si la majorité ne s'était pas résumée à un parti détenant tous les pouvoirs. Quand vous regardez bien les choses, prenez un sujet par exemple, la TVA sociale. Qui défend la TVA sociale depuis plus de 10 ans? Les centristes, bien avant tout le monde, bien avant tout le monde. Nicolas Sarkozy était contre. Moi, j'ai souvenir de débats avec lui. Il me dit, mais non, c'est pas le sujet. Puis tout d'un coup, en décembre 2011, par une espèce de voie transcendantale, il devient favorable à la TVA sociale. Très bien, on est heureux. Eh bien, si nous avions eu des clés au Parlement pour imposer un certain nombre de choix, nous aurions évité bien des erreurs. La même chose sur les déficits. La clarification va intervenir aussi avec le MoDem. Avec le MoDem, on doit continuer. Le MoDem, d'abord, vous avez lu la déclaration de François Bayrou il y a 48 heures, qui très clairement prend ses distances définitives, me semble-t-il, avec le Parti Socialiste et François Hollande. Mais au-delà de ça, ce que nous devons faire, c'est certainement pas un nouvel organigramme. On n'a pas besoin d'un organigramme de plus entre MoDem et UDI. Ce dont nous avons besoin, c'est de travailler ensemble à partir des grands sujets qui traversent la société française et de proposer et préconiser des solutions communes. Donc, séminaires, forums, colloques, débattre, proposer. Un travail d'opposition classique, en fait. Oui, c'est-à-dire faire en quelque sorte... Mais Lagarde, Fromentin, Sauvadet, Ramayad, qu'est-ce qu'ils ont justement... Jusqu'alors, j'avais cru comprendre, très bien, si elle est candidate, mais elle a toujours dit qu'elle n'était pas candidate à la présidence de l'UDI. Mais enfin bon, elle est candidate à la présidence du Parti radical. Ouais. Voilà. Enfin bon, on ne sait jamais. Bien sûr, parce que tout est possible dans la vie. On a quand même l'impression, vous nous dites, on n'est pas classique, on est différent, on a un corpus idéologique, etc. Mais les ambitions sont les mêmes. Mais attendez, est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir d'ambition dans ce pays? Mais j'ai jamais dit ça, moi. Je pose la question. Vous avez été ministre de la Défense. Est-ce que ce qui se passe en Irak doit nous permettre ou doit nous pousser à nous associer à une éventuelle initiative américaine, les drones ou les bombardements? Ce qui se passe en Irak est très grave, je réponds après. Vous reconnaissez que Villepin avait raison. Oui, c'est la résultante. Et que finalement, vous parliez du pouvoir 2007-2012, tout le monde est revenu là-dessus et à tort. C'est la résultante de l'intervention américaine et européenne de 2003. Il y a un très beau reportage sur ce sujet, qui est un reportage d'Anne Niva, de vos consorts, qui est allé qui a fait un reportage de plus d'une heure sur la situation en Irak aujourd'hui, qui démontre à quel point l'intervention européenne a déstructuré en profondeur la société irakienne. C'est ça le drame. Et avec un pouvoir qui est un pouvoir sectaire, qui n'a pas su faire la réconciliation nationale, et aujourd'hui confronté à des djihadistes qui sont de l'autre côté de la frontière, le pouvoir est en grande difficulté. Et on ne peut pas rester les bras ballants face à ça. Et je dis qu'il y aurait besoin de saisir le Conseil de sécurité et de décider ensemble d'une réaction pour éviter que l'Irak ne tombe. Oui, mais moi, je considère que la légalité internationale, ça a un sens. Et donc, que nous ayons un moment au Conseil de sécurité pour appréhender la réponse que nous devons mettre en œuvre, ça me semble le minimum des choses, plutôt que d'intervenir directement. Alors qu'ensuite, la France s'interroge sur son soutien à une opération militaire, moi, je veux qu'elle se fasse d'abord à travers des résolutions des Nations Unies et le respect du droit international. Donc s'ils envoient des drones, pour l'instant, ça ne s'associe pas au bombardement. Non, ça me semble... je dis qu'il faut une réponse diplomatique et politique avant d'avoir une réponse militaire. Et vous attendez de François Hollande qu'il le fasse? J'attends que François Hollande prenne des initiatives sur le sujet. Parce que cette situation est quand même... Enfin, l'Afrique, c'était très important, qu'il s'agisse du Mali ou de la Centrafrique. Mais là, c'est beaucoup plus explosif mondialement. C'est au moins plus explosif d'une part parce que la région est une région, comme on le sait, très instable. Et deuxièmement, qu'il y a des intérêts géostratégiques assez majeurs sur le sujet. Mais pourquoi votre famille politique, finalement, après le fameux discours des Nations Unies, puisqu'on en parlait de Dominique de Villepin, a dit finalement Villepin, c'est pas nous. Enfin, ça a été quand même... Oui, enfin, on ne peut pas considérer que Villepin, ça se résume simplement non, mais c'est pas... décision. Non, mais cet aspect-là des choses, je parle pas du reste. À l'époque, François Bayrou, j'étais président du groupe UDF à l'Assemblée nationale. François Bayrou était président de l'UDF et l'UDF a soutenu Chirac et Villepin. Mais donc, il y a quand même eu à droite un basculement qui a été nocif. Parce que ça aboutit aussi à la guerre en Libye. Et là aussi, qui dit qu'en Libye, ils vont pas tout d'un coup prendre les puits de pétrole? Et en même temps, vous voyez, Guillaume Durand, il y a... C'est quand même la grande réflexion d'aujourd'hui. Je suis allé, en revanche, en Tunisie il y a 3 semaines. J'ai rencontré tous les grands responsables politiques. Il y a quelque chose de majeur qui se passe en Tunisie, dans l'indifférence européenne la plus totale. Ce qui se passe en Tunisie, cette transition démocratique qu'ils sont en train de réussir,
ça devrait nous concerner matin, midi et soir, parce que c'est une question centrale. Au moment du printemps arabe, nous avons désespéré de voir des démocraties émerger au Maghreb et au Machrek. Eh bien, nous sommes en train de voir émerger une démocratie en Tunisie. Eh bien, nous devrions, nous, Européens, considérer que cette question-là ne concerne pas que les Tunisiens, mais les Européens, et qu'elle refonde la relation entre les deux rives de la Méditerranée, et nous devrions engager un plan Marshall de grande envergure en faveur de la Tunisie, parce que le seul risque de la Tunisie dans cette histoire, c'est l'effondrement économique et social qui menacerait la démocratie. 3 questions pour terminer. Est-ce que Nicolas Sarkozy peut ou doit revenir, ou est-ce qu'il est touché par l'affaire Pygmalion? J'en ai 3, il reste 1 minute. Je dis que pour un président de la République battu, un candidat qui a été battu à une présidentielle d'avant, c'est compliqué. Et tout. Voilà. Oui, je pense que c'est ça le sujet. C'est que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit, parce que est-ce que les Français ont envie de revivre le match de 2012? Je ne suis pas sûr. Deuxième question, comment se fait-il que vous et les autres, vous n'ayez jamais empêché qu'advienne ce qui advient actuellement, c'est-à-dire finalement des gens pris en otage par la CGT? Le seul problème, c'est l'impuissance de l'État. C'est l'impuissance d'un Mais vous gouvernement avez qui n'a été plus l'État. aucun socle politique. Non, c'est vous aviez l'impuissance. Mais affaire à eux au non, même vous voyez bien qu'on est en train, que la CGT, Sud, etc., sont en train de régler leurs comptes avec un gouvernement très faible et qui n'a plus les moyens de réagir et qui sont otages. Et donc, il y a les intermittents du spectacle d'un côté, les partenaires sociaux qui disent au gouvernement si vous y touchez. Deuxièmement, il y a la SNCF. Troisièmement, il y a les politiques fiscales où on tripatouille tous les 8 jours. Bref, on voit bien que c'est un gouvernement qui est à la dérive. Il y a le bateau prend l'eau, c'est tout. Merci beaucoup. Il n'y aura pas de troisième question car le temps est imparti. C'est dommage. Ça sera pour demain. Pas du tout. C'est comme un match de foot, c'est terminé. Vous avez regardé hier? Oui. Écoutez, le jour où on mettra la vidéo, ça sera quand même un grand acquis pour Il y le a un football. petit problème. Ouais. Ah ouais, parce que là, ça donne un sentiment Bizarre. Voilà. Espagne, Pays-Bas, ce soir. Donc, c'est la revanche de la finale d'il y a 4 ans. Nous étions avec Hervé Morin. Ma chère Hélène, c'est à vous. Nous retrouvons Sophie.